Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième séance du cours public Anthropocène, âge du désastre, petite histoire des catastrophes industrielles. Vous vous souvenez peut-être, on avait commencé en janvier pendant la semaine à l'école de l'Anthropocène. On avait parlé longuement d'un désastre assez particulier qui n'avait vraiment pas grand-chose à voir avec les domaines de l'industrie. C'était les tremblements de terre de Lisbonne, 1755. C'était un exemple qui, en revanche, nous avait été utile pour situer, mettre au point des éléments clés pour ces cours. Donc, avant tout, les rapports entre la matérialité de la catastrophe et tout ce que sont les enjeux politiques, culturels et sociaux. À ce sujet, on se souvient bien la fameuse querelle entre Voltaire et Rousseau, et en particulier l'avènement de l'âge de la responsabilité humaine, ou bien, comme je préfère, de l'irresponsabilité humaine. Donc, le tremblement de terre de Lisbonne avait constitué une rupture dans notre histoire, une rupture philosophique et culturelle, qui marque d'une certaine manière la prise de conscience de la séparation entre l'homme et la nature, qui est l'un des éléments clés de la modernité industrielle et donc de l'Anthropocène. Autre point qui demeure encore crucial et qui vaut toujours la peine de rappeler est comment on considère une catastrophe, une rupture. De quelle manière? Comment interviennent ces ruptures? Comment se forgent-elles? Et alors, moi, je cite toujours la fameuse phrase de Grégory Quenet: les catastrophes sont toujours un discours de l'après, c'est-à-dire qu'on a besoin de bilan. Et donc, ce sont des événements qui nourrissent un intertexte très riche, qui fait des récits, des analyses, d'interprétations, des représentations, qui, au fur et à mesure, vont conférer ou pas le statut des ruptures. Donc là, c'est même passé. Au contraire, on avait commencé à rentrer vraiment dans les vifs du sujet. L'industrialisation au XIXe siècle donne corps, d'une certaine manière, à celles qui étaient les intuitions de Rousseau à propos de cette irresponsabilité des sociétés humaines. La diffusion de la production des biens et des énergies, l'extraction des matières, leur manipulation et leur exploitation génèrent des catastrophes dont l'origine est désormais et indéniablement anthropique. La modernité, comme l'affirme le sociologue allemand Ulrich Beck, fait correspondre à la production sociale de la richesse la production sociale du risque, et par conséquence aussi les tentatives de maîtriser ces risques, de les limiter. Mais qu'est-ce que nous avons entendu par risque? Et ça, c'est très important. Juste pour rappeler quelques travaux historiques, comme ceux de Leroux et Jarige, ou encore ceux de Jean-Baptiste Fressoz. Tous ces travaux nous ont démontré que l'affirmation du capitalisme industriel a été possible aussi et grâce à des éléments culturels. Donc non seulement des avancées scientifiques et technologiques qui sont la base matérielle, mais nos sociétés ont dû être, entre guillemets, habituées à vivre avec des astres, avec des nuisances, à accepter la dégradation environnementale, la contamination, comme la fameuse rançon du progrès. Donc, l'affirmation du modèle de la production industrielle, dans laquelle on inclut également, je le répète, l'énergie et l'extraction des matières premières, ne s'est pas réalisée comme l'on croit souvent dans cette espèce d'ignorance. C'est affirmé aussi à travers ces parcours culturels de normalisation, je me permets de dire. Donc, comme je cite Jarige Leroux, l'industrialisation a été naturalisée en tant que ces pollutions, et moi, je rajoute toujours en tant que ces désastres. Et donc là, les termes des risques qui s'est imposé, notamment à travers des études de sociologie. J'ai fait plusieurs fois référence à Patrick Lagadec, mais aussi et surtout à Ulrich Beck. Et alors moi, j'entends les risques comme des choses en particulier. D'un côté, des événements explosifs. Quand je dis explosif, cet adjectif, je l'utilise tant d'un point de vue littéral d'une explosion que d'un point de vue métaphorique, c'est-à-dire des événements qui éclatent subitement, qui provoquent des dégâts dans un temps déterminé et qui disposent donc d'un début et d'une fin très précis.
Donc, on avait vu la dernière fois l'explosion d'Halifax ou de Texas City, ou encore la catastrophe du Vajont en Italie, etc., etc. La catastrophe débute, elle suit son déroulement, ensuite elle cesse, et on commence à compter les dégâts, les victimes, et éventuellement à envisager les reconstructions. Là, ça pourrait intervenir un grand discours sur la résilience, mais ça risque vraiment de nous ramener un peu loin de ce qui est le sujet de ces cours. Mais de l'autre côté, les désastres industriels sont parfois des événements qui n'arrêtent pas leurs dégâts au moment où elles surviennent. La plupart des désastres industriels agissent sur des temporalités variables et la plupart de fois extrêmement longues. Cela résulte du fait que les matières concernées par ces événements sont extrêmement dangereuses pour l'environnement et pour les organismes biologiques. De ces points de vue, au-delà du côté explosif, les désastres industriels, la plupart de fois, sont toujours et également des phénomènes de pollution et de contamination. Comme l'affirmait, on l'avait vu la dernière fois, Patrick Lagadec, désormais, dans les domaines de l'industrie, mais aussi dans les domaines de l'énergie, au moment où elles surviennent, les catastrophes ne font que commencer. Et ça, c'est probablement l'aspect clé qui va faire la différence entre l'idée des catastrophes à partir de la modernité industrielle et les catastrophes prémodernes. L'humanité a toujours considéré ces événements comme quelque chose qui frappe sur l'instant. La terre tremble, les bâtiments s'écroulent, un incendie. Une fois que cela s'arrête, on peut recommencer la normalité, entre guillemets, en faisant face aux dégâts et aux reconstructions. J'aurais pu parler aussi, par exemple, de Pompéi plutôt que de parler de Lisbonne. Mais si vous pensez, par exemple, au domaine du nucléaire, on sait bien que ces discours ne marchent plus. Les nucléaires est peut-être les domaines les plus excessifs de cette manière, avec des contaminations et des altérations qui peuvent perdurer des millénaires d'années. L'industrialisation, comme disait toujours Lagadec, a permis aux sociétés humaines de produire des désastres qui agissent sur des échelles complètement différentes par rapport au passé. Des régions entières, des capitales peuvent être touchées par des destructions, par des contaminations, des populations importantes peuvent être impactées non seulement d'une manière directe et immédiate, mais aussi, et c'est ça la nouveauté terrifiante, dans leur descendance, dans leur avenir en tant qu'organisme biologique. Or, il y a une semaine, je vous avais offert un court mais exotique voyage dans les temps et dans l'espace des catastrophes industrielles, donc accidents miniers, écroulement de digues, explosion due à manipulation des substances, etc., etc. Faisan, 3 Mile Island, Kubata, juste pour nous rappeler de quelques petits exemples. Donc, deux constats à partir de ces voyages, des constats vont inévitablement s'imposer. Donc, quasiment tous les désastres que nous avions vus sont à la fois explosifs, je vous rappelle toujours l'usage que j'ai fait de cet adjectif, donc à la fois métaphorique, à la fois littéral, mais surtout toxiques. Il est rare qu'une catastrophe industrielle limite ses propres effets au moment de son déroulement effectif. La partie explosive est quasiment toujours suivie par l'émission dans l'environnement des substances hautement dangereuses et qui peuvent persister sur des temporalités variables jusqu'à l'éternité. Tchernobyl est un bon exemple. Un réacteur explose, il y a un risque d'une explosion encore plus grave que, au final, on arrive à éviter, mais on sait à quel point les matières radioactives persistent encore dans les zones concernées. Mais il y avait aussi les catastrophes complètement silencieuses. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Minamata est probablement l'exemple le plus parlant. Pendant 30 ans, une usine chimique qui déverse du mercure, qui au final arrive à altérer complètement les milieux biologiques. Et donc, ce sont notamment les catastrophes silencieuses qui nous mettent, comment dirais-je, un petit peu mal à l'aise, qui nous mettent dans une sorte de impasse interprétative. Ces événements que nous qualifions de catastrophes, à bien regarder les choses, ce ne sont rien d'autre que le normal fonctionnement de la société industrielle. À différentes échelles et avec des modalités variables, toute la trajectoire de la société industrielle implique l'émission dans l'environnement des substances qui inévitablement modifient notre biologie, celle de nos enfants, celle de nos petits-enfants et bien sûr celle de tous les autres organismes vivants qui peuplent notre planète.
Bien évidemment, il y a des situations où cela se manifeste avec plus de vigueur, mais dans la plupart de cas, c'est les silences avec lesquels moi j'ai qualifié ces phénomènes, n'est pas un silence qui, comment dire, décrit uniquement le déroulement de la catastrophe. Ces silences peut se référer également au manque d'attention que nous portons à ces phénomènes que nous avons appris à considérer comme normal. Donc, au fond, qu'est-ce que c'est la pollution en général? Combien de victimes chaque année? Combien de victimes dans les passés et dans les années à venir? Moi, je ne serais pas étonné de savoir que les victimes de phénomènes de pollution, des altérations des écosystèmes, des dégradations environnementales dépassent largement celles de toutes les catastrophes mises ensemble qu'on a vues. Et ça, c'est un argument essentiel de tous ces cours. Et c'est un argument essentiel pour essayer vraiment de creuser à l'intérieur de cette idée de catastrophe industrielle. Où se situe la frontière entre un phénomène tragique, meurtrier, mais confiné dans un espace-temps précis, et une contamination lente, constante, qui devient, si vous voulez, la normalité de la manière avec laquelle nous habitons la planète. Donc, un autre constat que les voyages de la semaine passée nous avaient d'une certaine manière imposé est bien évidemment lié à ces premiers. La récurrence temporelle de tous ces désastres, mais non seulement, cette récurrence croissante par gravité, nous avait conduit à remettre en cause l'idée que les catastrophes soient une rupture, c'est-à-dire quelque chose qui brise une continuité, une linéarité en provoquant des changements tant sur les plans des idées que sur les plans de la matérialité. Si en plus, à ces catastrophes dont on a parlé, on rajoute les fameux désastres silencieux, on arrive à celle qui est l'une des hypothèses clés de tous ces cours, que moi, pour l'instant, je me limite à formuler en tant que question. L'Anthropocène serait-il l'âge des désastres, ou plutôt l'âge dans lequel les catastrophes ont perdu ces caractères de rupture pour s'inscrire dans un registre de normalité, dans un registre que nous acceptons par inertie, ou encore pire, en raison d'une série de contraintes imposées par notre système de vie, par le capitalisme en particulier. D'ailleurs, même aujourd'hui, des phénomènes catastrophiques qui ont une apparence naturelle, en réalité, sont la conséquence, par exemple, des changements climatiques. Et donc, on arrive toujours là, des effets indirects d'une lente et constante émission des substances qui modifient les équilibres biochimiques de l'atmosphère. Donc, n'anticipons pas trop les choses parce que on fera les bilans définitifs bien évidemment en juin, lors de la dernière séance. On fera notre requiem sur les signes de la catastrophe. Et ces requiem, j'anticipe juste ça, aura la forme d'un briquet. On verra pourquoi. Aujourd'hui, disons, on peut commencer cette petite micro-série à l'intérieur qui va approfondir certains événements. Donc aujourd'hui, moi j'ai choisi de vous parler de la catastrophe de Seveso en 1976. Alors Seveso est une petite ville qui se situe dans la région de la Brianza, quelques kilomètres à peine au nord de Milan, et qui est connue en raison d'une catastrophe qui rime vraiment avec l'idée des silences de tous les points de vue. De son déroulement matériel, somme toute banal, comme on les verra dimanche matin de juillet, mais jusqu'à sa gestion, qui a été faite d'omissions, d'imprécisions, de réticences et bien plus. Même sa résolution, qui encore une fois était marquée par une série de pratiques criminelles qui sont arrivées vraiment intéresser même les niveaux internationaux. Et on arrivera aussi en conclusion, à réfléchir sur les causes réelles de cette tragédie qui probablement seront un petit peu surprenantes. Alors, procédons dans l'ordre, bon pas trop parce que moi j'adore confondre les idées. On a besoin d'avoir les idées confuses vu les temps dans lesquels nous vivons. Bon, les 26 septembre 2019, moi je m'ai trouvé en mission pour les comptes de mon institution. J'étais dans une zone pétrochimique en Italie. Et à la fin de la journée de travail, le soir, sur Internet, à vrai dire, je vois les images de Rouen,
incendie dans une usine chimique, en particulier l'usine Lubrizol, qui fabrique et stocke des produits et des lubrifiants. Donc les images, je me souviens bien montrer ces nuages noirs impressionnants qui s'élevaient vraiment, qui presque obscurcissaient le ciel de la ville des Rouen. Donc et la presse parle de Lubrizol avec sous ces noms. Site classé Seveso CIO. Alors, à mon retour en France, des collègues et même des amis commencent à m'harceler en connaissant mes intérêts. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire usine classée Seveso? Je dis, on ne comprend pas. Eh bien, alors, pour commencer à parler de Seveso, je commence par parler de la rupture que Seveso a provoquée au niveau de la législation européenne en termes des sites dangereux. Je fais référence aux fameuses directives Seveso, à savoir une série de réglementations qui visent à encadrer certaines typologies des productions industrielles considérées comme très dangereuses. À la suite de l'accident de Seveso dont on va parler, l'Union européenne, qui à l'époque était encore connue sous le nom de la Communauté économique européenne, met en place un appareil législatif dont le but est de classer les sites industriels en fonction de la qualité et de la quantité des substances manipulées, en essayant d'évaluer les risques d'un accident potentiel. La première directive Seveso voit les jours en 1982 sous le nom de 82-501 CEE, remplacé quelques années plus tard, en 1996, avec la directive 96-82 CE. Aujourd'hui, on est arrivé à la directive Seveso numéro 3, à la suite d'une ultérieure évolution qui a eu lieu en 2015. Bon, globalement, ces directives concernent directement plus de 10 000 usines en Europe, qui sont donc classées Seveso, dont un peu plus de 1000 uniquement en France. Qu'est-ce que c'est? Les directives Seveso prévoient l'obligation de classer les activités d'une usine en fonction du risque pour l'environnement et la santé, d'effectuer des études de simulation d'accidents en vue d'une limitation des risques. La mobilisation des différents acteurs publics et privés dans le cadre de fournir des informations utiles aux riverains et promouvoir la synergie dans la gestion du risque. Donc, comportement à avoir en cas d'accident, logistique d'urgence, modification éventuelle des plans d'urbanisme, etc., etc. Bref. Sans rentrer dans les détails, on peut dire que la catastrophe de Seveso a eu un effet performateur, tout d'abord, en provoquant donc la mise en place d'une réglementation européenne dont le but, je le répète, est celui d'évaluer les risques, les gérer et éventuellement les limiter. Mais alors, que s'est-il passé à Seveso en 1976? Tout d'abord, voilà, petite carte qui nous montre exactement l'emplacement de Seveso, tout juste au nord de la ville de Milan. L'ICMESA, acronyme pour Industrie chimique MEDA Société par Action, c'était une usine chimique qui était justement à Meda, un petit village à côté de Seveso. Elle était arrivée là-bas en novembre 1945. Des propriétés suisses, cette entreprise avait premièrement vu les jours en 1921, mais à Naples, avec les noms des Sociétés Industrie Chimique Méridionale Karl Benger. En 1924, elle change de nom et devient Industrie Chimique Méridionale Société Actionnaire, toujours ICMESA. Enfin, en 1945, elle se déplace en Lombardie, justement entre les villes de Meda et de Seveso. En 1976, l'ICMESA de Meda-Seveso possédait une ligne de production de 2,4,5-trichlorophénol, qui est un produit de base utilisé pour désinfectants, détergents et même des parfums. Effectivement, on appelait l'ICMESA l'usine des parfums. Moi, au début, je vous avoue que je pensais que c'était un surnom ironique, parce que normalement, les usines chimiques ne sentent pas très bon. Non, mais en réalité, non, c'était pas du tout ironique, parce que le trichlorophénol est une substance utilisée aussi dans les domaines de parfums. Les samedis 10 juillet, il fait très chaud. C'est une matinée très très lourde, comme c'est souvent le cas dans la plaine padane, qui est connue pour son climat très peu agréable, très froid en hiver, très chaud en été. À 12h37 exactement, un sifflement résonne. Il provient de la section numéro 3 qui héberge les réacteurs des productions du trichlorophénol. La température du réacteur chimique
a grimpé à environ 500 degrés face à un seuil de sécurité qui était fixé à 156. Donc voilà, c'est plus que 2 fois la température accordée. 1 heure après, un disque de sécurité d'une vanne cède. Et alors les ouvriers Vito Romani, Giuseppe Bruno et Carlo Galante activent les systèmes de sécurité pour refroidir en urgence les réacteurs et quittent les lieux. En même temps, une petite jeune fille de 15 ans qui s'appelle Stefania Bottan parcourt la rue Vignazzola qui se trouve à moins d'environ 100-150 mètres de l'enceinte de l'usine, quand soudainement elle est littéralement envahie par un nuage clair et très très dense. Immédiatement, son visage commence à brûler ainsi que ses bras. Il y a un petit problème avec les trichlorophénols. Les chimistes les connaissent bien. Au-delà d'une certaine température, les trichlorophénols se transforment en dioxine. Voilà donc, si vous voulez, la phase explosive de ces vaisseaux. Une fuite, un petit sifflement et un nuage blanc silencieux qui se répand un samedi matin en été. Mais qu'est-ce que c'est la dioxine? Alors moi, je vous avoue que j'étais toujours extrêmement nul en chimie. J'ai quand même néanmoins essayé de me préparer un petit peu pour saisir les caractères essentiels de cette substance. Et alors, les dioxines sont une famille des molécules organochlorées, donc organiques à base de chlore, qui sont très persistantes et très toxiques, en particulier les dibenzopédioxines, qui à ces sujets font partie de la liste des polluants qui a fait objet de la fameuse Convention de Stockholm en 2000 ans. Une convention dont le but est celui d'interdire certains produits considérés, bien à raison, hautement toxiques. De cette famille, les polychlorodibenzopidioxines sont parmi les plus toxiques. Alors moi, malgré mes failles évidentes en chimie, je vous avoue que j'adore énormément ces noms hyper longs, ces noms composés. Donc, revenons aux polychlorodibenzopidioxines et aux dioxines en général. Alors, de manière générale, ce sont des substances qui n'ont pas un véritable usage. Mais en revanche, elles peuvent se produire collatéralement à partir d'une série d'activités qui prévoient entre autres la combustion du chlore. Incinération de déchets. Industrie produisant chlore, mais aussi parfois métallurgie et sidérurgie. Industrie pétrochimique. Industrie textile et traitement du cuir. Production d'électricité et chauffage par combustion, fabrication de certains produits minéraux comme par exemple magnésium, ciment et chaux, production et utilisation de certains produits chimiques tels que les herbicides, les pesticides et les défoliants. Quels sont les effets de la dioxine sur les corps humains? Et là, on rentre vraiment dans un sujet extrêmement intéressant et tragique. En lisant quelques études, on peut être d'accord sur problème de reproduction, problème du développement de l'enfant, atteinte au système immunitaire, dysfonctionnement des hormones, perturbations endocriniennes, cancer. Pour ce qui concerne les expositions aiguës, on signale chloracné, malaise, dommages au foie, modifications métaboliques, diabète, altération rapide du système immunitaire. Comme c'est souvent le cas pour ce type de substances, ce sont les fœtus en particulier à être vulnérables, qui sont exposés. Les effets, en revanche, surviennent parfois après la naissance et continuent de se produire tout le long de la croissance. Altération des fonctions hépatiques, altération des hormones thyroïdiennes, altération des lymphocytes, difficultés cognitives et retards, perturbations dentaires, perturbations sexuelles et reproductives. Ce qui est très important de remarquer avec les dioxines est qu'elles sont très toxiques, même à des doses extrêmement petites. Juste pour donner une idée, on évalue le seuil maximal de tolérance pour les êtres humains à 1/millionième d'un millionième des grammes. Or, probablement, quelqu'un de vous en France se souvient du scandale de l'incinérateur de Gilly-sur-Isère, dans lesquels, qui avait fait l'objet justement d'un scandale lié à la production des dioxines. Donc, 10 juillet 1976, à 12h37, la catastrophe de Seveso, pour reprendre la terminologie de Patrick Lagadec, n'est fait que commencer.
Ce qui va suivre est un véritable cirque, à tous les niveaux, un cirque médiatique, un cirque politique, un cirque militaire, retard dans les informations, informations contradictoires, silence, omission, dépistage. Il y a de la dioxine, oui, mais combien? Est-ce qu'il y a de la dioxine? Non. Il y en a qui disent non. Hoffmann-Laroche, qui est la propriétaire de l'ICMESA, dit non, il n'y a pas de dioxine. Au final, ils sont obligés d'avouer, oui, peut-être combien? Un instant, on s'arrête. Arrêtons-nous vraiment au moment de la catastrophe. Et revenons, et remontons un petit peu dans le temps, à environ 15 ans après. À partir des années 1960, comme bien évidemment vous le savez, les Américains, au fur et à mesure, remplacent les Français au Vietnam. L'histoire, on la connaît. Les géants militaires, voilà, guerre coloniale, les Américains s'engagent, c'est une escalade. On commence avec quelques conseillers militaires et au final on arrive à une véritable guerre. Vietnam du Nord, Vietnam du Sud. Au nord, Ho Chi Minh et le général Giap ont vite fait compris comment peut-être battre la plus grande puissance militaire de l'histoire. Donc, il faut pas les faire avec une grande bataille, parce que sinon on va être perdant. On va les faire tout d'abord en gagnant la confiance de l'opinion publique occidentale, et ça, ils ont bien réussi. Mais d'un point de vue strictement tactique et stratégique, pour éviter une confrontation directe, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la guérilla. Donc, on va envoyer des petites unités, on va les cacher dans la jungle. Et on évite à tout prix d'affronter l'armée américaine quand on est, sauf si on est dans des conditions favorables. C'est la guerre du Vietnam, on la connaît tous, la jungle, etc., les guet-apens, et de ce point de vue, les GI, les Américains, vite fait comprennent cette difficulté. Et ça les met en énorme difficulté, on le sait bien. Et ils étaient accrochés à une vision militaire qui était héritée de la Seconde Guerre mondiale. La grosse avancée, la logistique, on gagne du territoire. Mais ici, comment on fait à gagner? Il n'y a pas de territoire à conquérir, il y a des territoires à contrôler. Effectivement, l'un des meilleurs alliés des Vietnamiens du Nord, ce n'est rien d'autre que la géographie du Vietnam. C'est la jungle, c'est la géomorphologie. La jungle offre un refuge, offre une dissimulation, mais offre aussi les ressources pour pouvoir continuer de mener cette petite guérilla. Et alors les Américains, à partir de 1962, mettent en place la fameuse opération Ranch End, c'est-à-dire la destruction physique des milieux qui offrent refuge et soutien aux combattants vietnamiens. L'opération Ranch End est menée par l'USAF, par l'armée de l'air. Entre 1962 et 1971, les Américains déversent plus de 80 millions de litres de défoliants et herbicides dans les jungles du Vietnam. Le but est simple, atroce, détruire la nourriture et l'environnement de l'ennemi. Protagonistes indiscutables de cette opération, ce sont les fameux agents bleus, jaunes, mais les plus connus, c'est l'agent orange, ce nom dérive en particulier d'une bande orange qu'il y avait sur les boîtes. Un composé chimique aux effets défoliants et herbicides produit par les multinationales Dow Chemical, dont on parlera longuement la prochaine fois, et Monsanto. Bon. Voilà une petite image qui montre en quoi ça consiste matériellement l'opération Ranch End. Et ici, vous pouvez voir quand même les territoires concernés par l'agent orange. Les effets sur l'environnement et la santé sont quand même horribles. Il suffit de penser que même les soldats américains sur les terrains en subissent les conséquences. On estime qu'environ 40 000 anciens militaires américains ont développé des maladies directement liées à l'exposition à cet agent, qui fut utilisé également, je rappelle, au Cambodge et au Laos. Des études à long terme, donc un peu plus récentes, ont démontré que sur les 4 millions de Vietnamiens qui ont été exposés, au moins les 3/4 ont eu des conséquences sanitaires importantes. Effectivement, l'un des ingrédients magiques de l'agent orange, ce n'est rien d'autre que la dioxine, qui en théorie ne devrait pas être présente, mais à cause des modalités de production des agents orange en grande quantité de manière industrielle, la dioxine
elle est bel et bien présente. Et alors, avec une estimation un peu aléatoire, bien évidemment très difficile à faire, on estime que la quantité totale utilisée par déverser des dioxines sur le Vietnam s'élève à 300 kilos. Ce qui, en 10 ans, ça pourrait paraître pas grand-chose, mais je vous rappelle que le seuil de tolérance pour les hommes, c'est 1/100000 d'un millionième des grammes. Donc 300 kilos, c'est quelque chose d'absolument gigantesque. Faites un calcul, je verrai. Fait intéressant à remarquer, l'usage des défoliants et des herbicides a donné lieu à la naissance d'un néologisme très important aujourd'hui, dont nous avons parlé longuement à l'école urbaine de Lyon, c'est les termes de écocide, avec lesquels on désigne l'acte de destruction, volontaire ou non, d'un écosystème. Utilisé pour la première fois en 1966, il semblerait, par les biologistes Arthur Galston, qui justement l'employait pour dénoncer les effets de l'agent orange, les effets de l'opération Orange End. En 1970, Barry Weisberg publie un ouvrage qui restera vraiment dans les annales, c'est Ecocide in Indochina, The Ecology of War. Et en 1972, c'est le premier ministre suédois Olof Palme qui emploie ces termes à l'ONU pour qualifier ces pratiques, les pratiques que l'armée américaine a employées en Indochine. Et c'est à partir des années 70 que commence un iter judiciaire qui vise à la reconnaissance internationale du crime d'écocide. Et à ces sujets, moi, je vous signale de faire recours au cours d'Isabelle Michalet, que vous pouvez trouver sur notre site et qui justement aborde les questions légales liées à l'environnement et en particulier à l'Anthropocène. Donc, revenons à la Brianza empoisonnée, pour citer une chanson connue chez les Italiens. Nous étions restés au jour de la catastrophe, le 10 juillet 1976. Une fuite des gaz, les nuages blancs, la pauvre Stefania Botan qui se trouve envahie par ces nuages. Que se passe-t-il après? Bon, sur les coups, absolument rien de particulier. On a informé le maire, probablement, mais sans donner des détails. Oui, il y a eu un accident à Lake Mesa. On informe aussi les gendarmes. Et alors, commence, à partir de ce moment, on sait qu'un journaliste d'enquête qui s'appelle Daniel Bierke s'y appelle les jours du silence. C'est que moi j'ai appelé ces cirques, ces omissions, ces silences, ces querelles qu'il est vraiment très très difficile à reconstruire avec précision. Et puis Seveso a fait surgir une autre question extrêmement importante en Italie, l'avortement qui encore à ce moment-là était illégal et qui a été conseillé à la suite de cette catastrophe. Donc politique, conflit de compétences, lutte entre partis, lutte entre la région Lombardie et le gouvernement central, réticence bien évidemment de la multinationale qui était propriétaire de l'usine Lake Mesa, qui est la Hoffmann-La Roche, basée en Suisse. Encore des effets de l'agent orange. Voilà, quelques petites images des jours de Seveso. Chloracné. Et dans ces cirques, voilà, les autorités, on voit aussi des militaires, on voit aussi des fonctionnaires, des personnages ambigus, qualifiés d'une manière un peu aléatoire, des Américains qui viennent des bases qui se trouvent au nord de l'Italie. Et la question des premiers jours, il y a de la dioxine, oui ou non, mais qu'est-ce que c'est la dioxine? À l'époque, on n'en savait pas grand-chose. Combien il y en a? Ceux qui savent ces thèses. Jusqu'à quand? Oui, peut-être un peu. Oui, mais combien? Des grammes? Eh bien, on parle des kilos. On parle d'environ entre 15 et 30 kilos à Seveso. Donc 300 kilos en 9 ans au Vietnam, probablement entre 15 et 30 kilos, difficile à quantifier. Imaginez-vous des kilos de dioxines qui se répandent dans l'une des zones les plus densément peuplées d'Europe. Donc, moi, j'ai cherché un peu à reconstituer pour vous ces événements. J'ai fait une petite chronologie qui est partielle, parce que c'est vraiment... Il y a toujours, comme c'est souvent le cas, la différence entre ce qui s'est passé ces jours-là et les moments où nous avons appris que ces choses ont eu lieu. Donc, jour numéro 1, le 10 juillet, on informe les gendarmes, Lake Mesa informe les gendarmes, et on parle déjà d'herbicides. 11 juillet, donc jour plus 1, les dirigeants de Lake Mesa informent le maire de Seveso. Il semblerait
que quelque chose de grave ait eu lieu. Les ingénieurs, en même temps, prennent contact avec leur chef, les responsables d'Hoffmann-la-Roche en Suisse. On prélève des feuilles qui, entre-temps, sont devenues jaunes après avoir été en contact avec les nuages. Ils prennent les feuilles pour les faire analyser en Suisse. 27 heures passent sans que ni la presse ni les habitants sachent ce qui s'est passé. Selon les actes des enquêtes, pourtant, les gendarmes, les carabiniers, avaient déjà émis le jour même une note d'information qui, en théorie, du moins c'est ça disent les preuves, a atteint toutes les principales structures gouvernementales du pays. Premier ministre, ministre de la Santé, service secret, préfet, région Lombardie. Les jours passent. Dans les alentours de Licmesa, les feuilles sont jaunes, les animaux meurent. Il y a des enfants qui jouent dans les jardins qui commencent à souffrir des brûlures et d'irritations. Certains développent du chloracné et certains doivent recourir à l'hospitalisation. On arrive à lundi 12 juillet, donc 2 jours après, la section 3 de l'usine reste fermée, celle où il y avait les réacteurs du trichlorophénol. Mais l'usine réouvre tranquillement, les ouvriers vont travailler comme d'habitude. Le 14 juillet, les échantillons de feuilles ont déjà été analysés. À Hoffmann-la-Roche, les enquêtes ont démontré qu'on savait déjà qu'il y avait de la dioxine. On ne savait pas exactement combien, mais on avait déjà compris, dans les secrets, que les chiffres étaient épouvantables. On parlait déjà à ce moment-là des kilogrammes. Tout cela, encore, ni l'opinion publique, ni les habitants, personne n'était au courant. 15 juillet, une première réunion a lieu entre les maires de Seveso et Meda et les dirigeants de Licmesa. On évoque déjà la possibilité d'une évacuation. Les jours même, plusieurs personnes sont hospitalisées à cause d'une dermatite toxique, que vous pouvez voir là. 16 juillet, grève à l'usine de Licmesa. Les ouvriers commencent à comprendre que quelque chose ne va pas, donc ils ne vont pas au travail, ils bloquent l'usine. 17 juillet, une semaine après, on confirme officiellement qu'il y avait de la dioxine, ou mieux, 2,3,7,8 tétrachloro-parabenzopidioxine, les membres les plus toxiques de la famille. 18 juillet, cette fois, c'est le tour des magistrats. Les parquets ouvrent une procédure judiciaire pour pollution de dioxine. Les maires de Meda ordonnent la fermeture de l'usine et la zone du réacteur de trichlorophénol est mise sous contrôle judiciaire. Contextuellement, on émet une autre ordonnance à la population. Il ne faut pas consommer des produits alimentaires, notamment d'origine animale, qui proviennent de la zone. On est les 18. 8 jours se sont déjà écoulés depuis la fuite. Entre-temps, l'ambiance est véritablement celle d'un cirque sans fin. Cette fois, il y a les journalistes, cette fois, il y a les experts, plus ou moins crédibles ou pas, il y a les politiciens, il y a des personnages un petit peu troubles, dont l'identité reste un peu ambiguë, qui visitent les lieux accompagnés des fonctionnaires non mieux identifiés. Les gens ont peur. Il y a de la confusion, il y a les désarrois, il y a ceux qui minimisent, mais non, mais c'est rien, la dioxine, il ne faut pas exagérer, il y a ceux qui sont tachés d'être hystériques. Vous voyez l'hystérie. Désarroi total. Certains dénoncent même ces climats. Et l'une des questions qui se posent dans l'immédiat, c'est justement l'avortement. Plusieurs femmes dans la zone sont en grossesse. Et qu'est-ce qu'il faut faire? D'après les connaissances que l'on disposait en 1976, et qui parvenaient justement des premières études réalisées au Vietnam, la dioxine est censée produire des dégâts énormes sur les fœtus. Et alors, voilà un petit extrait du livre de Laura Conti, qui à l'époque était députée régionale du Parti communiste et qui avait été en première ligne ces jours-là. C'est un extrait qui nous est reporté par Patrick Lagadec. Angoisse, scepticisme, désarroi, même la science ne sait pas. C'est dans ces climats qu'il faut situer des épisodes comme les suivants. Ils montrent le désarroi d'une population aux prises avec un problème qui dépasse largement les capacités des autorités. La bouée des sauvetages pour ces populations, c'est la science. La science doit savoir. Laura Conti se trouve ainsi à Seveso, dans une école secondaire face à un public déchaîné, partagé en des moitiés favorables et hostiles à l'avortement thérapeutique. Après son intervention prudente, elle se voit poser la question suivante par un militant des Communions et Libération, qui est un groupe catholique plus ou moins radical.
Ne serait-ce pas mieux, si on voulait laisser avorter une femme, de le faire sur la base d'un test relevant si elle a été contaminée par la dioxine? Il n'y a pas de test, dit Laura Conti. Mais les gens reviennent à la charge à la fin de la réunion. Vous devez donner un chiffre. Vous parlez des dangers, mais on doit exprimer les dangers en chiffres. Un chiffre, vous l'avez forcément dans vos têtes. Sinon, vous ne diriez pas que les femmes doivent avorter. Laura Conti répond, je ne peux pas m'en tirer comme ça, dit elle. Le seul chiffre que l'on ait, mais bon, les seuls chiffres que l'on a, c'est la situation du Vietnam qui n'est pas du tout la même. Dites-nous ces chiffres. Nous savons que ce n'est pas la même chose qu'au Vietnam, mais on veut avoir une idée. Bon, alors, au Vietnam, parmi ceux qui ont eu l'hépatite, bon, 30% de ceux qui l'ont eu ont eu un cancer du foie. 30%, 30%, 30%. C'est 30% qui restent et qui provoquent, bien évidemment, des réactions. Donc, c'est là, c'est juste pour, comment dire, pour vous donner une idée du drame que les gens de Seveso, des Médas, mais aussi des communes des alentours ont vécu. Et alors, revenons un petit peu à la chronologie. Le 21 juillet, les parquets de Desio, en Lombardie, demandent l'arrestation des deux dirigeants d'Hoffmann-la-Roche, qui sont Paolo Paoletti et Erwig von Zuel. L'accusation est désastre environnemental. Ces mêmes jours, donc on est à jour plus 11, 21 juillet, pour la première fois, l'assessorat régional à la santé forme la première commission d'experts. Le 22 juillet, on commence à recenser tous les animaux qui, inévitablement, devront être abattus. Et on arrive à la date fatidique du 24 juillet. Finalement, les maires de Seveso ordonnent l'évacuation des zones concernées pour permettre la dépollution. Le territoire est partagé en 3 zones. Donc en rouge, c'est la zone dite A, la zone où on pense qu'il y a eu la concentration maximale des dioxines. Vous voyez, la zone colorée, vous pouvez voir, est probablement la trajectoire présumée en fonction des conditions météorologiques les jours du samedi 10 juillet 1976. Donc la zone A est considérée la plus contaminée. 736 personnes sont évacuées jusqu'à la fin des opérations de dépollution. La zone B, qui est en bleu, elle concerne 5000 personnes qui ne seront pas évacuées, mais on leur conseillera de ne pas consommer des produits alimentaires locaux, soit d'origine animale que d'origine végétale. La zone R, c'est une zone considérée à plus faible contamination et plus ou moins, elle concerne 32 000 personnes qui recevront plus ou moins les mêmes consignes de celles qui habitent dans la zone B. Et voilà alors un petit document qui date justement de ces jours-là. Comment en France on a parlé de Seveso. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le mot dioxine n'apparaît jamais. On parle d'un nuage de trichlorophénol, qui justement est considéré comme quelque chose de pas extrêmement toxique. Mais pourtant, dans la dernière partie de ces documents audiovisuels français, on pose des questions. Pourquoi on produisait ces substances en Suisse, en Italie? Pourquoi les Suisses les produisaient en Italie? Et surtout, pourquoi ces produits étaient exportés essentiellement aux États-Unis? On va voir. En tout cas, ce qui est très bien de cette vidéo, elle montre un petit peu, elle donne une idée du climat qu'on respirait. Bon, on respirait aussi autre chose à Seveso, mais bon, les climats qu'on respirait ces jours-là. Bon, en tout cas, par la suite, bien évidemment, on découvre ce que l'on peut s'attendre. Les conditions de sécurité de l'X-MESA étaient extrêmement défaillantes, pour utiliser un euphémisme. Les installations étaient vétustes, les normes étaient très peu respectées, il y avait une superficialité assez généralisée, un climat très très loin de la fiche classique de ce type d'industrie, safety first. Mais ce n'est pas vraiment ici qu'il faut chercher réellement les raisons de ces désastres. Avant d'y arriver, qu'est-ce qu'on a fait donc après Seveso? On va arriver aux mesures qui ont été prises.
Quel type de dépollution? Patrick Lagadec, déjà en 80, parlait de quelque chose d'un peu grotesque. Il dit « Les interventions de la région et des autorités politiques et sanitaires ont été presque sans exception confuses, tardives et souvent si stupides et imprécises qu'elles ont aggravé les désastres au lieu d'y remédier. » Quelques exemples. On décide de mettre à mort tous les animaux de basse-cour. Mais que fait-on des cadavres contaminés? Eh bien, on va les incinérer de manière classique, tout en sachant que la dioxine ne se brûle pas comme ça, au contraire. Donc, cette pratique va répandre encore plus la dioxine à travers l'incinération. Sur certaines routes qui traversaient la zone, on ordonne aux automobilistes de fermer les vitres et les entrées d'air de leurs véhicules. Mais en même temps, on n'arrête pas la circulation des cyclomoteurs, qui passent tranquillement. Les militaires qui étaient chargés de surveiller et de sécuriser la zone ont travaillé tous mains nues et avec des protections insuffisantes. Une école située dans la zone touchée et qui fut utilisée lors des opérations de décontamination, à la fin, elle a été restituée aux élèves telle qu'elle, sans avoir été dépolluée. Donc, les enfants sont allés à l'école. Voilà, juste pour donner une idée de ces choses. Eh bien, la dépollution, de manière pratico-pratique, un peu comme à Tchernobyl, a consisté dans le fait d'enlever environ 80 cm des terrains de la zone A. On a mis tous ces déchets dans des bidons, on les a stockés. À cela, on a rajouté tous les restes de la dioxine qui restait dans les réacteurs. Et qu'est-ce qui se passe avec ces bidons? Et ici, les choses, je vous avoue qu'ils se compliquent davantage. Là, il y a toute une autre histoire qui commence. France, Allemagne, services secrets, on passe par 50 ans. Vraiment très très difficile. Au final, on suppose que ces déchets ont été traités à Schönberg en Allemagne. Il y a l'apparition d'un personnage assez ambigu qui s'appelle Bernard Parango, ancien légion d'honneur, que les magistrats ont reconnu être affilié au service secret. Donc, juste pour synthétiser, même l'histoire des bidons de Seveso, qui s'est poursuivie jusqu'aux années 80, est digne vraiment d'un roman d'espionnage, pour le moindre. Mais le problème est toujours là. Il nous reste une pièce manquante. Je rajoute, avant d'oublier, que dans tous ces cirques, on avait pensé même d'évacuer la ville de Milan. Les premiers jours de la catastrophe, chez Hoffmann-la-Roche, on avait évalué la possibilité d'évaluer la deuxième grande ville d'Italie. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais bon, il y a une pièce manquante qui nous ramène inévitablement au Vietnam. Pourquoi je vous ai parlé du Vietnam? Bon, dioxine à part, l'agent orange. Quelles sont les liaisons entre Seveso et le Vietnam? Dans ces cirques, dans ces climats extrêmement bizarres, dans ces climats de désarroi qui marquent l'été de Seveso en 1976, il y avait aussi, voilà, des figures particulières, militaires, fonctionnaires obscurs, américains qui provenaient des bases et qui récoltaient des échantillons. Les silences et toutes les réticences d'Hoffmann-la-Roche, du gouvernement italien. Donc, les journalistes, Daniele Biacchessi, qui a fait un énorme travail de reconstitution judiciaire et journalistique, jette une ombre absolument inquiétante sur la tragédie de Seveso, qui, je vous avoue, m'a surpris la première fois que je l'ai lu. Déjà, depuis les premiers jours, il y a des voix qui circulent. Ce sont des voix qui viennent de l'ICMESA, qui viennent des ouvriers, de quelques dirigeants mineurs, qui disent qu'à l'ICMESA, il y avait deux types de production. En semaine, on faisait les trichlorophénols. Les week-ends, ces mêmes substances étaient, entre guillemets, enrichies pour usage militaire. Et alors, pourquoi, dans les jours qui suivent immédiatement l'accident, quand l'opinion publique n'était pas encore informée, quand encore les autorités vraiment n'avaient pas pris conscience du danger ou n'avaient pas voulu prendre conscience du danger, il y avait déjà des officiers qui venaient des bases OTAN, des Vicenza, qui récoltaient déjà des échantillons.
Dans les archives, on retrouve même un document qui, quelques jours après seulement l'accident, donnait des consignes claires et précises sur les mesures à prendre. Le document est présent dans les actes officiels de la commission parlementaire d'enquête. Il provient du Bureau des Affaires étrangères du ministère de la Santé et sa source primaire, ce n'est rien d'autre que l'ambassade américaine de Rome. Comment est-il possible que quelques jours après l'accident, les Américains, qui en théorie n'étaient pas chez eux, savaient déjà exactement ce qui s'était passé? Et donc Bjerkes ensuite poursuit avec de preuves ultérieures, de témoignages, des fragments d'enquête. Par exemple, on découvre aussi que l'usine ICMESA avait carrément une double comptabilité. Une comptabilité officielle et une comptabilité dont déjà un journaliste français, peut-être de manière involontaire, fait référence. Je dis pourquoi certains produits partaient directement pour les États-Unis. Donc l'hypothèse qui n'est pas vraiment une hypothèse est que l'ICMESA, en réalité, elle produisait de la dioxine pure à usage, bien évidemment, militaire. On a vu comment la dioxine, ça ne sert à rien d'autre qu'à tuer un environnement ou à contaminer. Et la seule chose pour laquelle on utilise, ce sont les herbicides, les défoliants de type militaire, comme l'agent orange. Donc moi, je m'arrête là sur la tragédie de Seveso qui mériterait bien plus qu'un seul cours public. Sur ce qui concerne les rôles des militaires des États-Unis, de l'OTAN dans cette tragédie, bien évidemment, dans ces contextes, la place de la catastrophe industrielle est prise par l'histoire de l'Italie, un pays qui, depuis 1943, n'a jamais vraiment disposé d'une véritable autonomie politique, comme le témoignent encore aujourd'hui les 50 bases américaines qui pointillent toute l'Italie, de la Sicile jusqu'à la Vénétie. Et donc, Seveso, du moins de ses points de vue, s'insère dans les tragédies silencieuses qui concernent les rapports politiques entre l'Italie et les États-Unis, et à ces rôles que les historiens aujourd'hui déclarent comme subalternes. Mais bon, ça ne nous intéresse pas. C'est une histoire qui s'éloigne un petit peu du parcours anthropocénique de la catastrophe industrielle. Mais d'ailleurs, et là, ça c'est très anthropocène, toute l'histoire du XXe siècle nous a appris à quel point soient étroites les relations entre les domaines de l'industrie et les domaines de la guerre. Ne serait-ce que par exemple les 14-18. Je ne parle pas seulement des gaz, je parle aussi de la capacité d'une société de produire à un niveau industriel explosif, munitions. En parlant d'explosifs, bien évidemment, on peut faire référence à l'explosion d'Halifax, par exemple, ou à l'explosion de Ludwigshafen. C'était du nitrate d'ammonium, des substances utilisées par les militaires. Donc, pour arriver à la conclusion, nous savons désormais que il est peut-être temps d'inscrire ces événements dans un registre plutôt de la continuité, dans un registre de quelque chose de récurrent, de malheureusement régulier, non plus une rupture, une interruption dans notre chemin vers les bonheurs. Mais probablement, ces événements sont un peu les rythmes avec lesquels nous continuons à marcher rapide et sûr vers cette idée des progrès chimiques, une idée de progrès absolument pervertie. Alors, je me demande combien de Seveso y a-t-il dans le monde, hein, au-delà du Vietnam. Juste pour vous donner une idée, septembre 1976, en Italie, on parle, bien à raison, on parle de Seveso. Mais à Manfredonia, dans les Pouilles, dans l'usine chimique Annick, une explosion dans une tour de lavage libère 10 tonnes de vapeur d'arsenic. 4 jours passent sans que l'usine ne déclare l'accident. Les tout passe inaperçu. Tout le monde parle de Seveso. Et encore aujourd'hui, Manfredonia paye un tribut extrêmement lourd aux intérêts chimiques de l'Italie, avec des taux de cancer et des malformations qui dépassent les moyennes nationales et qui dépassent aussi les moyennes, semblerait-il, de la zone de Seveso. Et moi, sur ces paroles, voilà, je vous remercie, je vous donne rendez-vous au mois prochain, les 11 ou peut-être les 12 mai, c'est encore un peu en doute, on verra. Et on parlera de celle qui est considérée, on verra s'il y a raison ou à tort, comme la plus grande catastrophe industrielle de l'histoire de l'humanité.
ce n'est pas Tchernobyl dont on parlera en juin, c'est la tragédie de Bhopal, qui, comme on le verra, a beaucoup de choses en commun avec Seveso, sauf la gravité que je pense que pour Bhopal va beaucoup au-delà. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci.